Bonjour, bonjour, messieurs, dames, et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo peut-être d'utilité publique, je sais pas. Parce que dans toutes les vidéos de test, de barres de son, de téléviseurs, je vous parle d'un truc, je vous parle d'audio 3D binaural. Mais sur la chaîne, mea culpa, mea maxima culpa, je n'ai jamais expliqué ce qu'était l'audio 3D binaural. Et pour ça, pour ce faire, j'ai un temple qui est devant moi. C'est IRCAM et IRCAM Amplify. On va justement aller retrouver les équipes de l'IRCAM, dont Antoine, un ingénieur du son, qui va nous expliquer clairement et simplement ce qu'est justement le son binaural, enfin l'audio 3D binaural. On va aller très très loin, vous allez voir. Oh là là, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Grâce à Antoine, vous allez voir tout à l'heure, on aura des explications extrêmement claires sur ce qu'est l'audio 3D binaural. On aura des démonstrations. Donc voilà, là je suis en train de te parler, je bouge ma main. En même temps, donc vous mettrez votre casque et tout pour savoir ce que c'est, des tas d'infos. Vous allez voir, c'est une vidéo chapitrée que j'espère passionnante. Allez, c'est parti. Enfin, sur cette chaîne, je vous explique ce qu'est l'audio 3D binaural. Allez, let's go. J'aime bien regarder la tête. Ça va, Antoine? Petit stress. Mais non, il n'y a jamais de stress avec moi. Bonjour, Antoine. Bonjour, Pépé. Ça va bien? Ben, toujours. Eh bien, c'est ça qui m'inquiète, figure-toi. Parce que tu vas toujours bien, on verra tout à l'heure. Je suis content de te revoir. Les gens sur la chaîne te connaissent déjà. On t'a vu et on te revoit parce que tu es un ingénieur du son. Alors, donc moi, je suis un ingénieur du son, ingénieur, et je développe des produits innovants dans l'audio et des technologies depuis quelques années. On peut le dire. On a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Voilà, et ça a toujours été avec beaucoup de passion. C'est pour ça que je t'ai fait revenir. Parce que tu sais qu'on parle beaucoup actuellement, justement avec le gaming, d'audio 3D. Le mot binaural arrive alors que les gens, ils n'étaient pas censés savoir. Je fais des vidéos en disant je teste des trucs à écouter maintenant en binaural. Alors je t'ai fait venir pour qu'on démystifie. C'est quoi le binaural ? Donc là, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Et en fait, à travers ça, surtout... vous expliquer pourquoi on a deux oreilles et pas une seule oreille qui pourrait être au milieu du front, par exemple, et pourquoi on a des oreilles qui ont des formes un peu particulières, et en quoi c'est ça qui va nous permettre d'avoir des expériences sonores aujourd'hui en immersif, en binaural, en atmos, en tout ce qu'on veut, voilà. Donc, tu vas m'expliquer d'abord la morphologie humaine. Pourquoi ? Exactement. Alors, avant de parler des oreilles, déjà, il faut juste commencer par parler du son. Donc le son, en fait, quand on a une source sonore, un instrument de musique, une voix, etc., il faut savoir que ce son se déplace, donc part de la source, pour arriver à un récepteur, qui dans notre cas va être nous. Voilà. Le but étant de transmettre un message, une émotion, une alerte, enfin toutes sortes de choses. Et pour plein de raisons historiques, on est capable de percevoir, nous, en tant qu'humains, d'où provient ce son. À l'origine, il faut remonter quelques années en arrière, les hommes des cavernes, ils devaient pouvoir savoir d'où potentiellement un danger pouvait arriver. D'où vient le mammouth ? Exactement. Et donc, petit à petit, on a des oreilles et notre cerveau s'est développé pour être capable très précisément de percevoir d'où viennent des sons pour pouvoir réagir très vite. Un élément important, à la différence des yeux, nos oreilles n'ont pas de paupières. Et en fait, en permanence, on perçoit une infinité d'éléments sonores qui nous entourent et on est capable instantanément de savoir d'où ils viennent et donc de réagir, que ce soit pour s'écarter si c'est un mammouth ou de pleurer parce que c'est une musique absolument exceptionnelle ou... voilà. Nos oreilles en elles-mêmes ne sont pas... Elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas. À la différence effectivement des biches ou des chats, par exemple, qui ont des oreilles qui sont capables d'aller chercher d'où vient le son sans bouger la tête. Nous, en fait, on a des oreilles. Donc déjà, on a deux oreilles. Donc il faut savoir que quand un son provient face à moi, ce son va arriver au même instant dans les deux oreilles. Par contre, à l'inverse, s'il vient de la droite, le son va d'abord arriver à l'oreille droite pour ensuite passer à l'oreille gauche. En plus de ça, si on regarde nos oreilles, on a des formes très particulières des oreilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand un son arrive dans l'oreille, il va y avoir des phénomènes d'écho, alors très petits, dans l'oreille ou sur nos épaules, la résonance du crâne, etc., qui en fait vont modifier le son qui arrive et surtout vont le modifier différemment dans l'oreille droite, de l'oreille gauche, en fonction d'où ils viennent. Donc si j'ai un son qui vient de là, le son va être très différent quand elle va arriver à l'oreille droite et l'oreille gauche, et le cerveau derrière est capable d'interpréter toutes ces modifications et de savoir, ok, le son vient de là. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis notre naissance, on développe, le cerveau s'adapte
pour être capable justement d'associer une image à un son et une provenance d'un son. Ça, c'est fou. Tu es en train de me dire, parce que les gens se posent des tas de questions, c'est tellement passionnant. Aucun être humain, nous sommes 4 ici dans la pièce, aucun être humain n'entend de la même façon. Non, alors déjà parce qu'on n'a pas les mêmes formes d'oreilles. Les modifications sont différentes chez 4 êtres humains. Pour autant, chacun depuis qu'on est né, on s'est habitué à avoir ces oreilles-là et à associer justement du son au fonctionnement de nos propres oreilles. Alors, est-ce que tu pourrais, pour continuer ce que tu dis, quand on dit que, par exemple, moi je trouve que tel casque a un son qui est génial, ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas la même morphologie pourrait le trouver différemment, c'est pour ça qu'on fait des mesures? Alors, donc effectivement, sur les casques Circom, ça peut avoir une influence dans la perception qu'on peut en avoir. Un petit peu moins sur les casques intra-auriculaires, où là, ça va être plutôt la taille du conduit interne et surtout l'embout. Alors, indirectement, qui va influencer sur l'écoute, parce qu'en fait, la caisse de résonance créée entre le casque et le tympan va changer en fonction, effectivement, de l'appui du casque sur les oreilles. Donc, tout ça... Mais c'est passionnant ce que tu dis, parce que les gens, en fin de compte, ont une machine absolument incroyable qui est là-dedans, plutôt que là, d'ailleurs, parce que c'est très mécanique à la base. Puisque là, le son arrive, c'est là, il y a la cochlée, il y a tout, c'est très mécanique, mais derrière, il y a l'interprétation cognitive. Exactement, il y a l'interprétation cognitive, et ça, c'est un paramètre extrêmement important, et c'est entre autres ça qui va faire que certaines écoutes vont être agréables, et on va pouvoir écouter de la musique pendant longtemps, on va pouvoir écouter une discussion, etc. Et dans d'autres cas, ça va être très compliqué, parce qu'en fait, le cerveau va devoir recréer une réalité qu'il a l'habitude d'entendre. Quelque chose de très important, c'est de savoir que le cerveau, quand il perçoit des événements dont il a l'habitude de les gérer, la fatigue est nettement plus faible. Et justement, pour revenir maintenant au binaural, en fait, quand on parle d'écoute binaurale, principalement, là, on va parler de binaural au casque, mais en fait, quand on parle de binaural, c'est simplement écouter avec 2 oreilles. Donc ça peut paraître trivial, mais en fait, le binaural, c'est ça, et en particulier justement au casque, comment on recrée une écoute qui est la plus naturelle possible. Comme si on n'avait pas de casque. Exactement. Et en fait, dans la réalité, quand on marche dans la rue, etc., on a des centaines de sons qui viennent. On entend nos pas qui viennent du sol, on entend les oiseaux. Voilà, les os, on a des personnes face à nous avec qui on va parler, etc. Et en fait, tout ça, le cerveau est capable de l'intégrer. Il est capable de différencier, par exemple, dans une foule immense, de se concentrer sur une personne parce que on va, d'une certaine façon, focaliser le son sur ce qui nous intéresse. Là où une écoute stéréo, quand on parle de stéréo avec 2 enceintes, en fait, c'est une écoute qui n'est pas naturelle du tout. Historiquement, elle a une pertinence parce que ça a permis de créer un espace sonore qui s'approche de la réalité, mais qui ne fait que s'approcher. Par contre, la contrepartie, c'est que ça demande au cerveau un travail intense pour arriver à reconstruire une scène sonore. Typiquement, simplement une voix qui est mixée au centre dans un film ou dans une musique, le cerveau doit recréer complètement cette voix à partir de 2 sons qui viennent de 2 endroits différents. Dans le cas de la stéréo. Dans le cas de la stéréo standard. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé d'autres choses après. Mais l'idée, c'est fou parce que, en effet, les gens, le discours est extraordinaire et en même temps compliqué parce que les gens ils imaginent que parce qu'on a 2 oreilles, du moins on écoute de la stéréo, donc tout va bien. Mais pas du tout parce qu'on n'écoute pas que la stéréo, c'est tellement multiple et là il faut recréer à partir de la stéréo le message sonore. Exactement. Et aujourd'hui, alors depuis un certain nombre d'années, en fait, les technologies commencent à exister depuis 20-30 ans, mais maintenant se démocratisent. On va parler de son justement immersif, son 3D, enfin il y a tout un tas de possibilités, de façons d'en parler, et de son binaural, pour en fait recréer un son qui nous entoure, qui nous englobe, une vraie sphère sonore qui nous englobe, qui en fait reproduit ce qu'on a l'habitude, sans casque, sans haut-parleur, sans rien du tout, de recréer ces conditions-là. Et aujourd'hui, ce qui est génial, vraiment, en ce moment, c'est qu'on est en train de développer ça et c'est en train de se démocratiser. Voilà, t'en as parlé dans... Oui, mais le fait que tu en parles avec tes mots d'ingénieur du son, c'est fabuleux. Parce que le truc, c'est que là, maintenant, on va arriver tout doucement au fait que, en effet, le binaural est censé justement te donner une écoute comme si tu n'avais aucun outil électronique sur tes oreilles. C'est-à-dire que quand on fait des captations binaurales, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'oreille à nu, les 2 oreilles à nu, c'est-à-dire tel qu'on l'entendrait dans la vie, et on va arriver au petit peu, il faut parler du multicanal, puisque c'est pas la même chose. Dolby Atmos, ce n'est pas du binaural à la base. Non, alors
Même là, on peut repartir. Au début, les premières reproductions sonores artificielles étaient en mono. Donc on a essayé de reproduire simplement le son. Et là, l'espace, de fait, il n'y en avait pas du tout. On n'avait qu'une seule source pour tout recréer. Après, on a essayé de se rapprocher d'une réalité avec la stéréo, qui restait un élément frontal. Alors ça recrée un espace, mais qui reste frontal, et avec les problématiques de cerveau et de fatigue dont je parlais. Après, en partant du cinéma principalement, on a essayé d'élargir ça à un espace 360 mais horizontal avec le 5.1, le 7.1. Une demi-bulle, quoi. Voilà, une demi-bulle. On a essayé encore d'aller plus loin en rajoutant des haut-parleurs au plafond. Pour autant, tous ces systèmes-là, en fait, c'est ce qu'on appelle basé sur des canaux, donc du channel-based en anglais, où en fait, on enregistre en mix pour un système de reproduction donné, avec un nombre de haut-parleurs. Alors, Oui, ça dépend des systèmes. Voilà, il dépend du système. Le binaural, ou l'immersif de façon générale, ou le son 3D, l'idée, en fait, de s'affranchir totalement, en fait, de toute contrainte technique pour recréer au niveau de l'auditeur, vraiment, les sensations, les conditions d'écoute qu'il a l'habitude naturel dans la rue. Naturel. Une des meilleures façons, justement, de faire du son immersif, c'est à travers le binaural et avec des casques, enfin avec un casque. Une raison simplement pragmatique, c'est que de plus en plus de gens ont des casques. C'est des outils qui sont relativement accessibles à beaucoup de gens. Grand public. On peut streamer facilement du bicanal, on va dire, justement du binaural sur des casques. Et de l'autre, c'est ce qui permet d'avoir les meilleures conditions possibles, parce qu'en fait, avec un casque, on est capable d'envoyer un signal sonore à l'oreille gauche et à l'oreille droite de façon totalement indépendante. Et donc, si on l'envoie de la bonne façon, on est capable réellement de recréer des conditions d'écoute qui sont la réalité. Donc, c'est pas un effet, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est qu'on recrée les conditions d'écoute normales. On verra là. On va faire des essais tout à l'heure. Voilà. Donc, si on prend une personne, on lui met 2 micros quasiment dans les oreilles et on enregistre ce qui se passe. Et après, on envoie ce qui a été enregistré directement avec un casque dans ses oreilles. Il va entendre réellement la même chose. Ses oreilles et donc son cerveau va percevoir exactement la même chose. Ce que je fais dans les vidéos quand je tourne les tests de son avec les télés ou avec n'importe quoi, je mets un système que tu connais, Sennheiser en BO. Sennheiser est un des géants de Steam. Et c'est tout simplement 2 micros dans mes oreilles. Donc c'est la même façon, quand vous allez mettre votre casque vous après, vous aurez exactement ce que moi j'ai entendu. Exactement. Voilà. Tandis que le système multicanal, il y a un nombre de voix données. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs directions. C'est tout à fait différent. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut dire les choses. Et après, on verra, je pense qu'on en discutera, typiquement sur le Dolby Atmos, l'utilisation des objets permet justement en fait, de s'affranchir d'un système technique, surtout quand on écoute au casque. Ça permet de recréer du binaural à partir d'un mixage, d'un film, d'une musique. Voilà. Etc. Parce qu'à la base, le Dolby Digital, le Dolby 3HD, DTS, c'est horizontal. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces objets sonores dans l'espace. On a rajouté donc le DTS X ou Dolby Atmos pour balancer les objets, pour s'affranchir du nombre de canaux. Exactement. C'est le seul truc. Et quand c'est bien fait, ça marche. Et quand c'est pas bien fait... Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces technologies, qui sont quand même des technologies relativement complexes, le seul but, c'est qu'en fait, l'auditeur les oublie et ne les perçoive pas. Mais ce qui est super intéressant, enfin, justement, et c'est le plus difficile à faire. Non, mais c'est fabuleux ton discours, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, le binaural, c'est la transparence. C'est ça. Complète. Et ce qui est intéressant, c'est pas pour rien qu'on est à l'IRCAM, c'est que justement, à l'IRCAM, il y a à la fois des gens qui travaillent sur la perception sonore, donc savoir quels défauts, par exemple, peuvent avoir plus d'influence ou pas, quels systèmes sont les plus naturels pour les gens à l'écoute, et des chercheurs et des ingénieurs qui derrière vont mettre ça en application avec des technologies qui permettent justement de mixer de la musique, du film, des jeux, tout ce qu'on veut pour ces systèmes-là. Antoine, c'est passionnant. Mais vraiment, tu sais, je pense que les gens apprennent des trucs, et moi aussi au passage, parce qu'on utilise toutes ces techniques, et c'est vrai qu'il y a quand même à la base une confusion des genres entre ce que disent les marques, qui disent, voilà, alors le Dolby Atmos, le machin, la confusion des genres entre les systèmes dits cinéma et le binaural, c'est quand même hallucinant. On va jusqu'à dire que de la musique, on peut streamer ici ou ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi ? Justement, moi, mon but, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens la réalité derrière. En fait, c'est relativement... Enfin, quand on parle du binaural, en tout cas, c'est relativement simple, parce que j'espère que là, on a pu expliquer ce que ça voulait dire. Après, il faut savoir qu'aussi, cette complexité, elle a aussi plein de raisons réellement techniques, liées au marché, liées à plein de choses. C'est pas pour rien que le Dolby Atmos existe, c'est pas pour rien que du DTS-X existe. Enfin, voilà, il y a plein de raisons
Parce que pour que vous puissiez écouter du son immersif et du son binaural, ça demande tout un travail de recherche, de mise sur marché de produits, etc. Donc c'est normal. Nous, maintenant, c'est notre rôle d'essayer de vous faire comprendre tout ça et voilà, de faire que le son immersif se développe et devienne le son du futur, quoi. D'autant que là, on parle d'un truc qui est stéréo en plus. Non, mais ça qui est fou, mais qui est stéréo à la base. Parce que quand même, Antoine, le truc, c'est que là, depuis le début, ce que tu as dit, c'est que la meilleure façon d'avoir du binaural, c'est de mettre son casque ou des intras ou des écouteurs stéréo et d'avoir, comme ça, retranscrire ce que feraient tes oreilles. Tandis que quand tu as une salle de cinéma, c'est pas la même chose. Non, par contre, attention justement, quand on parle de stéréo, ça peut vouloir dire stéréo, deux enceintes qui a un format de son, enfin voilà, ou stéréo dans le sens, on a deux canaux qu'on envoie directement dans les oreilles, donc plutôt binaural, qui est un format de perception, c'est-à-dire plutôt, qui est décorrélé d'une marque, d'un système technique ou autre. Et c'est de là aussi souvent que vient la confusion, c'est que des fois on parle de formats qui sont liés à une marque, qui sont plutôt des formats pour transmettre une information, ou des formats perceptifs. Si on prend le Dolby Atmos, c'est un format, il y a un certain nombre de canaux qui sont liés au système standard d'écoute, 7.1, 7.4 par exemple. Dans ce même format, il y a les objets et du contenu qui a été mixé et enregistré au format Atmos peut être écouté sur un système de haut-parleurs, qui sera là pour le coup un format Atmos, ou peut être binauralisé et écouté au casque. Stop. Oh là, Antoine, mais stop. La voix royale c'est arrivé. Alléluia, mes frères. Grâce à ce que tu viens de dire, on va pouvoir parler du gaming. Ce fameux gaming annoncé par des marques avec des casques stéréo. T'achètes mon casque stéréo à 50 € et t'as 12 milliards de canaux et tout. Comment c'est possible? Les licences Dolby, les licences machin truc. Mais c'est quoi cette magie? On peut vraiment... Comment ça se passe pour le gaming, par exemple? Alors on peut pour le gaming, on verra que c'est la même chose dans la musique. En fait, ce que j'ai décrit, le fonctionnement du son quand il vient d'un endroit, donc dans la réalité, qui est perçu différemment pour l'oreille gauche dans l'oreille droite, on est capable de le recréer artificiellement. Alors de nouveau, ce n'est pas un effet, c'est juste qu'on va vraiment recréer les conditions en partant par exemple d'une voix enregistrée en mono, et on verra un exemple. J'enregistre une voix avec un micro sans bouger, et après, artificiellement, avec des logiciels, on est capable de recréer sur deux canaux, donc pour être écouté au casque, exactement les conditions comme si ce son provenait d'un endroit, d'un autre, de face, etc. Et donc les moteurs de jeu intègrent ce genre de traitement. Donc le mixeur ou en direct, c'est calculé par le jeu. Par exemple, si on a un bruit d'explosion à droite, ça va être un son qui est mono et qui est recalculé pour être envoyé aux deux oreilles, comme si dans la réalité, il était provenu d'un endroit ou d'un autre. C'est hallucinant. Mais on est bien d'accord, Antoine, que les gens soient très clairs dans ce que tu viens de dire. N'importe quel casque stéréo, n'importe quel écouteur stéréo peut être binaural avec des effets de partout. Exactement. Pour autant, il faut vraiment, l'important, c'est que le contenu ait été généré, donc enregistré, mixé, enfin, etc., dans ce but-là. Voilà, c'est pour un petit peu, parce que là, il faut dire les choses, on est des rentreurs professionnels, il faut que certaines marques arrêtent de dire « mon casque est 11.12 milliards de canaux », tous les casques stéréo peuvent le faire, du moment qu'il y a deux oreillettes. Exactement. Et si possible, que les deux oreillettes soient de même qualité. Oui, parce que il faut y revenir aussi. Parce qu'il y a quand même des marques, non, il faut le dire Antoine, il y a des marques qui vendent des produits où on sait très bien que pour avoir exactement la même je vais dire, qualité sonore ou signature sonore sur les deux, il faut mettre des casques très chers. Pour avoir des tris de haut-parleurs. Tu as des haut-parleurs, quelquefois, gauche-droite, qui n'ont pas la même sonorité et qui valent 50 €. Et typiquement, le problème, c'est que par exemple, si on a un haut-parleur dont les défauts ressemblent à la perception par l'oreille d'un son qui vient de la droite, en permanence, quand on va écouter de la musique sur ce type de casque, on va avoir en fait un décalage du son dans l'espace. Tout le temps. Voilà. Parce que ça va être déséquilibré, étant donné que ce n'est pas deux fois le même haut-parleur. Et dans ce cas-là, certaines marques garantissent dans le secteur pro et autres que ce soit deux fois le même haut-parleur qui soit mis dedans. Après, ce qui est bien, c'est que déjà, la tolérance, en tout cas, aux défauts sur les casques est relativement grande pour le binaural, parce que justement, notre cerveau a l'habitude de pouvoir percevoir dans l'espace, même si on a un bonnet sur la tête en hiver ou ce genre de choses. Donc, il s'adapte en permanence. Donc, on a quand même une tolérance à cela, ce qui permet, avec globalement beaucoup de casques, en tout cas d'avoir des expériences binaurales qui sont exceptionnelles. Moi, ce qui m'épate dans ton discours, Antoine, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le binaural maintenant. Alors que si ma mémoire est bonne, le binaural, ça a quand même été découvert, je crois, il y a 130 ou 140 ans. Complètement. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que typiquement quand j'ai expliqué que dans les jeux, on pouvait recalculer quasiment en temps réel la déformation du son, entre guillemets, artificiel qu'il fallait mettre pour donner l'impression que ça provenait d'un endroit, ça, on ne peut le faire en temps réel, typiquement, qu'avec des technologies actuelles.
Donc les idées, les idées sont là depuis longtemps. Le concept, en fait, c'est même pas un concept parce qu'on ne fait que recréer la réalité. Donc on le sait depuis très longtemps. Par contre, aujourd'hui, on est vraiment depuis 10 ans, il y a toutes les conditions réunies, que ce soit justement au niveau technologie pour recalculer le son, des casques quand même de qualité à des prix relativement abordables, des canaux de streaming maintenant qui permettent justement facilement d'envoyer du son de qualité et donc d'offrir une expérience qui est vraiment exceptionnelle. Moi, je vais te poser la question, elle va être crue, elle va être directe. Antoine, là maintenant, on a parlé dans tout ce que tu viens de dire, on a parlé de multicanal, de Dolby Atmos, des TSX. Et est-ce que par hasard, ces technologies seraient un peu moins binauralement flatteuses pour l'oreille que si on a tout simplement un casque avec tout dedans? Est-ce que c'est pas plus naturel d'avoir un casque avec un signal binaural que dans une salle de cinéma où malgré tout, il n'y aura pas tous les objets sonores qu'on pourra retrouver? Alors, c'est les questions vaches. Hein. Ouais, non, alors, dans l'absolu, l'expérience sonore sera meilleure avec un casque. Pour autant, dans un cinéma c'est un peu le cas, et par exemple dans un concert ce sera d'autant plus le cas, évidemment en mettant un casque on perd tout le partage avec les personnes qui sont à côté. Alors évidemment là on peut imaginer que dans un futur on aura des casques qui permettent à la fois d'entendre de la musique et vraiment d'avoir une expérience. C'est ce qu'on commence à avoir avec les casques qui permettent d'écouter les modes transparents et autres. Voilà, ouais. Exactement. On n'y est pas encore parce que par contre pour en direct avoir la même expérience synchronisée à l'intérieur et à l'extérieur, c'est autre chose. Hein. C'est compliqué. Ouais. Mais il y a des recherches évidemment qui se font là-dessus. Mais c'est fou ce que tu dis, parce que tu sais très bien que dans la profession, par exemple, on prône en effet d'avoir, comme ici, tu vois, là, on peut montrer, Mathieu peut montrer tous les haut-parleurs qu'on a partout. Moi, je prône d'avoir des haut-parleurs, je dis aux gens, prenez vraiment du Dolby Atmos et autres, et au final, tu me dis que, malgré tout, avec un signal bien fichu, avec ton casque, tu peux avoir quelque chose qui est, dans tous les cas, impressionnant. Qui est impressionnant, mais de nouveau, c'est le côté partage qui va manquer, et il faut savoir que quand même, quand on essaie de recréer du son spatial avec des haut-parleurs, évidemment, plus on a de canaux, plus le résultat est intéressant. Après, il y a aussi des techniques qui permettent, avec un nombre restreint de haut-parleurs, sur certains types de sons, de donner cette impression d'immersion totale, mais avec un nombre limité de canaux. Qu'est-ce que tu appelles limité de haut-parleurs? Pour toi, c'est quoi limité? Mais même, ça peut être 8. Déjà 8, les gens qui nous regardent, voilà. Attends, déjà 8, les gens ils sont chez eux là. Antoine, 8 c'est énorme. Après c'est la réalité. Oh là là 8, là. Ou par exemple avec des barres de son qui permettent de recréer des haut-parleurs fantômes. Après ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de spatialiser différemment en fonction du contenu sonore. Par exemple, est-ce que ça a réellement un intérêt d'avoir un son qui soit placé précisément à un endroit donné dans de la musique? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, de créer une sensation d'espace, d'immersion, qui à l'inverse doit être de façon très aléatoire, ça on est capable avec même 4 haut-parleurs de le faire. Et ben voilà, ça c'est quelque chose de bien parce que dans le matériel grand public, il y a les barres de son, justement on va peut-être en parler un peu, ces barres de son qui utilisent le rebond des murs en plus pour créer un truc. On a des systèmes comme le HT-A9 de Sony avec les 4 plots que tu connais qui créent des haut-parleurs fantômes. On a l'impression que tous les fabricants essayent par tous les moyens d'impressionner les gens. Mais de nouveau, ce qui est compliqué, c'est que pour arriver à des systèmes ultimes, entre guillemets, donc qui soient le plus naturel pour les gens, il faut à la fois connaître très bien tout ce qui est technologie, traitement de signal, etc., et très bien comment fonctionne le cerveau quand il s'agit de perception sonore. Et en fait, peu de marques arrivent à intégrer tout ça dans leurs équipes. Ah mais il y en a moins de 10, hein. Il y a moins de 10 marques. Non mais on est d'accord, il y a moins de 10 marques qui sont capables de gérer ça dans le monde. C'est compliqué. Et d'avoir les ingénieurs, moi je vais en citer quelques-unes, hein. Il y a Sennheiser parce qu'ils bossent en pro aussi, tu as des marques comme Sony qui travaillent ça très bien, Harman. Et souvent ces marques-là font par ailleurs appel à des labos comme l'IRCAM entre autres justement pour avoir accès à ce genre de cerveau. Mais il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, parce que là, on touche à la fois à l'artistique, à la qualité audio et au cognitif. Et là, il faut déployer les moyens. Mais ce qui m'épate, c'est qu'on soit, comme tu dis, ça fait que 10 ans qu'on commence vraiment à se dire on va faire ci, on va faire ça sur quelque chose qui existe depuis des décennies. Ouais, mais après, moi je me souviens les premiers concerts que je mixais en immersif il y a 20 ans, il fallait 3-4 ordinateurs de l'époque, plusieurs tables de mixage, etc., pour un résultat qui est par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un laptop qui était largement en deçà. Mais justement, Antoine, là encore, tu me lances une perche royale.
Pour les ingénieurs du son, est-ce que ça ne devient pas de plus en plus compliqué d'obtenir ce résultat ou c'est de plus en plus facile grâce aux outils? Alors en fait, c'est de plus en plus facile. Alors déjà, il faut savoir que le métier d'ingénieur du son a quand même beaucoup évolué. Il y a 40 ans, pour enregistrer un disque, on avait les musiciens d'un côté et les ingénieurs du son de l'autre qui maîtrisaient tout l'aspect technique, etc. De plus en plus aujourd'hui, la frontière entre le musicien, l'ingénieur du son, le producteur, etc. est de plus en plus floue. La technique et l'artistique se mélangent de plus en plus. Et en fait, moi, l'expérience que j'ai pu en faire, c'est qu'aujourd'hui, de mixer en 3D, en binaural, en immersif de façon générale, c'est beaucoup plus facile, de nouveau, parce que ça ressemble à ce qu'on a l'habitude de faire. Et moi, ce que j'ai pu voir en studio, en faisant venir des musiciens, en leur montrant les bons outils, en 5 minutes, ils sont capables de faire un mix absolument incroyable, parce que, en fait, c'est ludique, c'est naturel. Ils vont se dire, ah, mais moi, mon instrument, j'aime l'entendre ici, la batterie, je veux l'avoir là, je veux avoir une réverbération qui m'enveloppe, et voilà, il n'y a plus besoin de rajouter des artifices. Il faut savoir qu'en mixage stéréo, 90% du travail quand on est ingénieur du son, c'est d'arriver à faire rentrer tous les instruments dans nos 2 haut-parleurs stéréo. Et ça, tous les ingénieurs du son vous le diront. En immersif, et particulièrement en binaural, en fait, on n'a plus besoin de ça. Ça redevient créatif, où vraiment on se dit, comment, artistiquement, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Enfin, on peut s'amuser. C'est vraiment la réalité. Je bois tes paroles parce que je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, c'est ça le truc, ça a toujours été, je vais être vulgaire, le bordel d'arriver à voir. Mais non, mais quand tu es devant ta table à 24 ou 26 canaux ou 32 canaux, tu dis comment je fous ça en stéréo, là tu deviens dingue. Tu deviens dingue parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui soit perdu, entre guillemets. Ouais. Tandis que là, maintenant, tu peux décider, ah bah ouais, mais on va faire peut-être un mix stéréo à un moment donné, mais à la base, moi, je peux créer, mettre le son dans l'espace, et puis après, le retranscrire en binaural ou en Dolby Atmos. Et ça règle les problèmes. Mmh. Et c'est valable, surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est valable pour n'importe quel type de musique. On peut parler de Kraftwerk qui fait des concerts avec du son 3D, où il y avait des sons électro qui tombent dans tous les sens, incroyable, etc. Génial. Mais même pour un enregistrement classique d'un quatuor à cordes dans une église bien enregistré, c'est génial de pouvoir vraiment revivre le côté, on a les instruments face à soi et toute l'acoustique de l'église autour de soi, juste avec une écoute casque. Et vraiment l'expérience est très différente, parce qu'en fait on s'affranchit vraiment de toute contrainte technique. On est au niveau sonore, on est vraiment projeté à l'endroit où ça a été enregistré. Alors le truc, parce que pendant que tu en as parlé, on conseille vraiment d'acheter, pour les gens qui le voudraient, le Blu-ray disque de Kraftwerk, sûrement en 3D, génial. Mais c'est un disque de démo. Hein. Déjà, eux, c'est comme les pionniers de l'électronique dans le monde, avec Moroder et autres, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est oufissime. Mais après, quand on se disait pourquoi est-ce que ça se développe que maintenant, il faut savoir que, par exemple, Pink Floyd faisait des concerts immersifs il y a 40 ans. Alors, ils n'appelaient pas ça le quadriphonique? Alors, eux faisaient en quadriphonie. C'est du quadriphonique. Voilà, parce qu'il y avait des limitations techniques à l'époque, mais leur but était justement de s'affranchir de plus en plus de ce côté stéréo habituel. J'allais dire la stéréo à papa, mais en même temps la stéréo qui était obligatoire à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. Bien sûr. Avait de la stéréo et à l'époque il y avait des marques comme Cabas qui vantaient la quadriphonie et de tous les côtés. Tu te dirais, mais moi je l'ai vu dans les bouquins, ça j'allais même pas dire je l'ai vu dans les bouquins. Mais c'est passionnant, tu te rends pas compte comme t'es passionnant? Mais c'est le sujet qui est passionnant. Quelle modestie et quel homme. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details, puts you in the center of the action, it sounds just like the real world, and transports you to faraway lands. Antoine, je sais prendre ta voix, mais j'arrive pas, je sais pas faire ça, je sais pas, mais j'ai pas le même gabarit. Bon, Antoine, parce que là on parle de binaural, mais quelles sont les applications pour les gens au niveau du binaural? Qu'est-ce qu'on peut faire avec vraiment? Alors, plein d'applications. La première dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est sur la musique. Parce que justement, ça permet en fait au niveau créatif d'offrir des expériences vraiment, vraiment intéressantes. Un aspect qui est très intéressant aussi sur l'écoute de musique en binaural, typiquement quand on est dans les transports, dans les choses comme ça, on a une expérience qui est beaucoup plus reposante. En fait, quand on a du contenu qui a été vraiment mixé en immersif binaural. Tu as ASMR binaural? Mais même si on parlait d'ASMR... je t'en parle.
Mais même sur de la musique pop, en fait, l'expérience passer 1 heure à écouter de la musique pop en binaural est beaucoup plus reposant, ou en tout cas moins fatigant, que d'écouter les mêmes versions en pur stéréo. Et t'as expliqué pourquoi? Parce qu'il y a moins de travail cognitif. Exactement. Donc musique, à la fois, voilà, une expérience qui est plus naturelle, plus reposante, et au niveau créatif peut être vraiment intéressante. Le gaming, parce que l'expérience de jeu est différente si on a un son qui provient de partout. Le cinéma, pareil, ça permet d'avoir des voix qui restent frontales et compréhensibles, et pour autant tout un environnement sonore qui est impressionnant. Mais donc le cinéma Dolby Atmos et DTS-X, donc ce qui se rapproche le plus du binaural. Exactement. Et déjà, on est capable sur Netflix, sur un smartphone avec un casque, d'avoir une expérience qui est immersive. Qui progresse dans tous les cas, qui progresse techniquement. Parce que justement le binaural permet vraiment d'avoir du son immersif 3D, de nouveau qu'avec 2 canaux. On rappelle justement que quand on a quelque chose qui est sur Netflix en Dolby Atmos, quand on va le retranscrire au travers d'un smartphone avec un casque, c'est du Dolby Atmos qui sera binauralisé. Exactement. Voilà. Contrairement à la salle de cinéma où malgré tout c'est plus large, ou bien un système home cinéma avec plein d'enceintes partout, c'est pas vraiment le système binauralisé. On n'a pas de la stéréo à ce moment-là. La différence, elle est là. Exactement. Donc tu es en train de me dire que Netflix en binaural, c'est mieux qu'avec un système 5.1 canaux qui coûte une blinde? Tu sors, Antoine. En tout cas, l'expérience est la plus naturelle possible. Tu casses ma baraque, je peux plus jamais faire un test de quoi que ce soit avec lui, il est en train de dire à tout le monde, foutez des casques stéréo. Non, après de nouveau, l'expérience n'est pas la même. Dans un cas, on va privilégier le partage, qui est un aspect extrêmement important. C'est vrai que quand on va au concert, on n'a pas envie... Alors, moi j'ai pu travailler sur des concerts où les gens portent des casques. C'est une expérience très particulière, pour autant, c'est pas la même expérience. Donc, est-ce que c'est une boîte de nuit en Hollande comme ça? Mais c'est horrible. Non, j'y arrive pas. Ah non, j'y arrive pas. Alors, puis chacun avec sa musique en plus, avec un mec qui est comme ça, qui est comme ça, et tout. mais par contre, c'est une expérience qui est différente. Si maintenant on veut si on parle purement au niveau de la qualité sonore et de la perception la plus naturelle, effectivement, celle au casque sera la plus proche de la réalité. C'est incroyable. J'ai bien fait de te faire venir parce qu'il va y avoir des vagues de déprime avec tous les gens qui ont acheté plein de matos de tous les côtés. Rassurez-vous, ça fonctionne aussi. Ah très bien. Parce qu'en fait, quand on a plein d'haut-parleurs autour de soi, c'est aussi une expérience d'une certaine façon binaurale parce qu'on écoute directement avec nos 2 oreilles. Ça reste du son immersif. Et ces barres de son qui utilisent vos murs pour balancer des sons de partout, si c'est pas du binaural, ça revient de partout ce machin. Non, voilà, autant le dire. Antoine, ce que je te propose, c'est que tu m'as préparé plein de petites démos. On va en faire une assez étonnante où je vais être au milieu de la pièce. Je vais mettre, moi, un système binaural et vous allez faire des bêtises autour que les gens entendent bien. Donc, on va dire aux gens de mettre leur casque. Mettez un casque ou des écouteurs, tout ce qui est stéréo. Voilà. Et tout ce qui a tout ce qui couvre vos 2 oreilles. et on rajoute un truc tout à l'heure par rapport au casque de gaming et au casque de cours. On est d'accord que l'expérience sera toujours plus saisissante techniquement si les haut-parleurs sont de qualité. Oui. Voilà. Pour entendre tous les détails et autres, pour avoir une scène encore plus précise, bien sûr, il y a des casques à 50 €, il y en a qui coûtent 300 € ou 400 ou 500, il y a toujours des raisons. C'est valable aussi quand on écoute du contenu purement stéréo. Évidemment, l'expérience sera meilleure. Ça... Merci Antoine. Tu m'aides bien. Antoine, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, donc, tu es équipé d'un casque qui a un micro par oreille. Donc, le but là, ça va être en fait de vous faire écouter exactement ce que tes oreilles entendent. Donc je vais te demander une première chose, c'est de ne pas bouger du tout la tête, je sais que ça va être dur, et simplement je vais tourner autour de toi et les gens vont pouvoir percevoir comment tu perçois le son quand des sources tournent autour de toi. Donc ne bouge vraiment pas. Voilà, donc là je suis à ta droite. Voilà, tu continues à m'entendre, je tourne autour de toi, donc toujours sur le plan horizontal, je suis derrière toi, et là je vais simplement le son va être au-dessus de ta tête. Et donc là, pour rappeler, vraiment, quand je fais ça, le son arrive à ton oreille gauche, donc qui est capté par ce micro-là. Un petit peu après, arrive à l'oreille droite, à travers différents échos créés par tes épaules, ta tête et tes oreilles. Et ce que vous entendez, c'est réellement ce que tes tympans sont en train de percevoir. Ça peut pas être plus naturel que ce que tu es en train de faire. C'est ça.
Donc ça paraît tout simple, mais en fait, voilà, c'est vraiment là, on a l'illustration des phénomènes acoustiques et le fonctionnement des oreilles, et après le fonctionnement du cerveau, pour être capable de percevoir d'où vient le son. Maintenant, on va faire juste une autre petite expérience pour... voilà. Moi, je vais rester immobile, et je vais te demander de bouger la tête. Voilà, de bouger toi la tête. Donc là, de la même façon, vous percevez en fait les mouvements de la tête, parce que de nouveau, les ondes sonores vont être influencées par l'axe de rotation de ta tête. Ça, pour illustrer comment, typiquement sur les smartphones Apple, aujourd'hui, quand vous écoutez du son binaural ou du Atmos au casque, vous avez l'impression que le son provient toujours du smartphone, même quand vous bougez la tête. C'est le même mécanisme qui met en œuvre. Donc en fait, c'est vraiment... L'audio spatial. Exactement. L'audio spatial. Donc en fait, c'est vraiment, il faut comprendre que la perception d'espace, ça peut être l'espace qui tourne autour de soi, ou ça peut être nous qui tournons nos têtes dans un espace. Un élément aussi très important, c'est qu'en permanence, en fait, dans la réalité, on est tout le temps en train de bouger légèrement la tête. Et en fait, c'est des mécanismes qui sont là pour nous aider à percevoir l'espace autour de nous. Et donc ça, pareil, il y a des technologies qui sont en recherche pour améliorer en fait l'expérience d'écoute au casque, pour en fait recréer les conditions, y compris en fait ces mouvements de tête réguliers qu'on pourrait avoir. Antoine, il faut que tu m'expliques un petit peu la post-prod. Comment est-ce qu'on travaille tout ça, Antoine? Exactement. Donc la première expérience, on a vu comment capter vraiment en binaural. Donc on capte avec 2 micros dans les oreilles et on renvoie simplement ce qui a été capté directement dans le casque. Après, quand on fait de la musique ou dans des films, etc., on va souvent capter d'une autre façon. On va vouloir aller enregistrer, faire du sound design, etc. Comment est-ce qu'à partir de là, on recrée une expérience binaurale? On a des nouveaux outils aujourd'hui qui permettent en fait de placer dans l'espace chaque source sonore. Donc pour ceux qui connaissent, avant les tables de mixage jusqu'à maintenant, on avait ce qu'on appelle le bouton de panne qui permettait de décider... Ah ouais, mais c'est super limité. Ah ben voilà, c'est gauche-droite en gros. Aujourd'hui, on a des pannes un peu plus évoluées. En fait, on va avoir la tête de l'auditeur au milieu et on va pouvoir placer le son. On va pouvoir le déplacer. Donc, à volonté. Voilà, donc on peut le faire tourner autour de la personne. On va pouvoir aussi le faire monter au-dessus de la tête de la personne. L'azimut vertical. Voilà, exactement. On va pouvoir l'éloigner aussi. Donc ça, en jouant sur des effets de réverbération qui sont recalculés en direct, on est capable vraiment de placer le son dans l'espace. Alors moi je t'arrête tout de suite parce que j'ai envie de t'arrêter parce que je suis là pour ça. Moi j'ai eu l'exemple du Dolby Atmos avec tous les objets que tu déplaçais à la main avec la souris. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, c'est exactement la même chose. Là simplement c'est un moteur qui a été développé par l'IRCAM. L'avantage de ce moteur-là, c'est qu'on peut avoir n'importe quel type de son en entrée. Donc là je fais un exemple avec une source mono. On peut avoir pour autant une source stéréo, une source captée en binaural, une source, n'importe quel format en entrée et le mixer pour du binaural, pour du Dolby Atmos, pour n'importe quel autre format qu'on a envie. Mais après, les outils proposés par Dolby pour la production de musique, c'est le même genre de principe. On a la pièce, dans le cas du Dolby, et on peut placer la source sonore dans la pièce, et derrière, ça va être calculé soit au casque, soit sur un vrai système de haut-parleurs, ça va être optimisé pour le rendu chez l'auditeur final. Mais ça, en fait, moi, ce que j'ai du mal à évaluer, ça c'est un outil quand même assez récent, ce que vous avez créé à l'IRCAM, c'est combien de temps tu vas prendre, par exemple, ça va prendre pour, on veut dire, mixer un morceau de musique qui serait fait comme ça. Vous mettez combien de temps, vous les ingénieurs du son, à faire ça? Alors, un morceau qui mettait une journée à mixer à l'époque, ça va nous prendre 1 heure aujourd'hui. Pardon? Mais vous foutez rien, les gars! Mais les mecs, ils foutent plus rien! J'ai dit qu'après, il y a tout un aspect artistique dans le mixage, hormis le placement qui est toujours intéressant, etc. Mais en tout cas, le processus est plus ludique et plus facile en fait quand on fait du mix immersif que quand on fait du mix stéréo. C'est ce que tu avais expliqué et ça me sidère, mais je suis obligé de reconnaître que c'est sidérant de bonheur pour vous. C'est créatif en plus. Et ce qui est intéressant de voir, des sessions de mix stéréo, on va avoir beaucoup d'équalisation, des compresseurs, des effets, etc. En fait, qui sont souvent là pour
pour arriver de nouveau à faire rentrer toutes les pistes dans deux haut-parleurs, là où sur du mixage immersif, on a quasiment plus d'équalisation, plus de compression, et ils vont être là vraiment que pour des aspects esthétiques de nouveau quand on a envie. On va utiliser des compresseurs vraiment dans un aspect purement créatif. Je voulais te dire un truc, Antoine, un truc important. J'ai autour de moi des gens qui ont 70, 80 ans, qui m'ont dit « j'ai de plus en plus de mal à percevoir des sons dans un restaurant, les bruits des voix humaines, ça devient confus ». Est-ce que c'est un peu lié à tout ça? Alors c'est complètement lié. Faut savoir, je vous ai expliqué, la perception du son dans l'espace permet par exemple de discerner une personne qui parle face à moi par rapport à une foule qui est autour de nous. Le mécanisme qui est mis en jeu donc avec les oreilles fait intervenir une modification des fréquences et en particulier des fréquences aiguës. Et en fait, avec l'âge, mécaniquement, en fait, les oreilles perdent la qualité de perception dans les aigus et donc la qualité de perception spatiale est de plus en plus faible. Et donc malheureusement, oui, c'est lié à cela. Mais est-ce que maintenant, ça m'engage à te parler de l'évolution des prothèses auditives? Exactement. Jusqu'à il y a quelques années, malheureusement, souvent les gens ne portaient qu'une seule prothèse auditive. C'est aberrant. Donc on jouait que sur le niveau sonore, sans du tout utiliser l'aspect spatial du son. De plus en plus aujourd'hui, il y a des recherches qui se font pour en fait améliorer l'expérience spatiale et donc l'expérience de compréhension et de vie globale de gens qui ont des problèmes auditifs. Donc on est censé maintenant utiliser les techniques qui vont progresser pour permettre aux gens d'entendre le mieux possible, le plus longtemps possible. Exactement. On va dans le bon sens. On va dans le bon sens et on peut imaginer aussi, toujours en binaural, avoir les casques anti-bruit sont déjà une façon en fait, d'utiliser le binaural pour être moins gêné par des bruits. Après, de plus en plus, on va aller vers des systèmes d'anti-bruit sélectifs qui permettent par exemple de laisser passer que de la voix ça existe déjà en filtrant. Ça existe. Chez Sony ça existe, alors encore avec des limitations, mais effectivement, on va vers ça. Enfin, on peut imaginer vraiment plein d'applications qui sont en cours. Et il y a beaucoup de recherches, entre autres à l'IRCAM, justement sur ce genre de sujet, parce que les applications sont infinies. Il a réussi à le placer encore. Hein. On est à 4e fois IRCAM. Vraiment, on y est. C'est là que vous bossez. Voici pour les marques en plus. Parce que c'est vrai, on aborde là rapidement le côté casque anti-bruit qui ont un succès de folie, les Intra aussi. Ça fait également partie de toute cette perception autour du binaural. Et les modes transparents. Et les modes transparents sélectifs, analyse de ce qui se passe autour de soi. De l'anti-bruit par exemple, par contre, si tout d'un coup une voiture arrive derrière nous, on va laisser passer que la voiture parce que c'est un danger. Pour les gens qui font du vélo, par exemple, d'utiliser des casques anti-bruit à vélo, c'est extrêmement dangereux. On peut imaginer dans le futur d'avoir des casques justement qui ne laissent passer que ce qui est utile par rapport à ce qu'on est en train de faire à un moment donné. Enfin, voilà. Mais est-ce que le mode transparent ne serait pas déjà le plus grand système binaural qui existe sur ces casques? Parce que là, dans ce cas-là, quand je parle du casque d'Apple, quand tu mets le mode transparent, tu entends comme si tes oreilles l'entendaient. Exactement. On entend. En fait, c'est exactement l'expérience que tu as eue avant. On a pris un micro. Là, c'est simplement le micro et le casque et au même endroit. On va dans le bon sens de ce côté-là, parce que ce que tu dis avec le tri sélectif des sons, je suis persuadé que ça va fonctionner plus facilement. Le bruit d'une moto qui arriverait ou d'un bus va être mis en exergue pour que tu entendes cette partie-là du signal. Et donc effectivement, chez Sony, par exemple, ils ont des systèmes qui font que quand il reconnaît qu'on est dans un endroit particulier, il va rouvrir. Moi, c'est une des expériences il y a quelques années que je faisais avec des casques justement d'anti-bruit. Quand j'allais commander un café le matin en allant travailler, j'avais envie qu'automatiquement, sans avoir besoin d'enlever le casque, je puisse entendre ce qui se passait. C'est sympa pour la personne en face qui se dit que tu ne l'entends pas. Mais c'est scandaleux, monsieur. C'est extrêmement. Mais non, mais c'est vrai qu'il faut que les gens comprennent. Il y a de plus en plus de casques qui sont donc ouverts, enfin qui sont avec le mode transparent, donc on peut rentrer quelque part et entendre parfaitement les autres. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui va se démocratiser. Je n'imagine pas des casques dans peu de temps qui n'aient pas le mode transparent parce que c'est dangereux. Moi, je peux pas venir à IRCAM Amplify et IRCAM sans aller directement à la chambre anéchoïque. Alors la chambre anéchoïque, c'est la chambre du moonwalk. On marche à l'envers et c'est une chambre sourde. Et on va faire des essais en binaural dans la chambre sourde. Vous allez voir comme le son est tout à fait différent de l'endroit où nous étions, parce que la chambre sourde, c'est tout à fait particulier. Il faut savoir que n'importe quelle entreprise qui travaille dans le son, n'est-ce pas Antoine, sans la chambre sourde, c'est la mort. On peut pas travailler le son sans... en tout cas, quand on développe des haut-parleurs ou des micros, on est obligé d'avoir une chambre sourde. Toutes les entreprises ont des chambres sourdes qui sont plus ou moins grandes. Exactement. Pour travailler, on ne peut pas créer quelque chose sans cette chambre sourde. Regardez un petit peu. Ça applaudit et tout, il y a plein d'essais. C'est un endroit qui est plein de talent ici. Antoine ne sait plus où est la chambre sourde. Je suis perdu. Il est perdu. Elle est là. Oui, non, moi, je le sais, elle est là. Regardez. Chambre anéchoïque. Anéchoïque chamber. Anéchoïque chamber. Il faut la lumière aussi.
Par contre, Antoine n'est jamais venu dans la chambre anéchoïque de Earcam Amplify. Moi, j'ai passé des journées et des journées dedans. Alors justement, tiens, alors Liliane vient avec moi. On va pénétrer ensemble. Oh là, je l'adore. Dans cette chambre anéchoïque. Ah, c'est génial. Je répéterai jamais assez. Déjà, quand vous entendez le bruit du micro, ça ne doit pas être le même que tout à l'heure. Parce que là, le micro, il n'y a plus d'écho, n'est-ce pas Antoine? Au moment où on parle, donc les ondes vont vers les murs. Dans une pièce normale, ils reviennent vers nous. Donc on a une sensation d'espace. Ici, on n'a plus d'espace du tout. Voilà. Parce que les murs, donc c'est des mousses qui absorbent toute l'énergie sonore qu'on produit. C'est même stressant. Parce que de nouveau, c'est pas naturel du tout. À part les chambres anéchoïques, nulle part on a ce genre de sensation. Donc c'est ici qu'on peut faire des mesures de n'importe quoi. C'est-à-dire on peut faire des mesures d'enceinte, de micro, tout est possible. Et on fait aussi en particulier des mesures d'oreilles ici. Quand on parlait des réponses liées justement aux oreilles et à la provenance du son, c'est ici qu'on a pu analyser en fait comment fonctionnaient les oreilles, comprendre les phénomènes justement liés à la perception spatiale et du coup après les reproduire de façon artificielle avec des logiciels. Donc sans une pièce comme ça, on ne pourrait pas avoir les connaissances en fait, qu'on a sur le fonctionnement de l'oreille et du son spatial et du son immersif. Elles sont sur suspension. Parce qu'à la fois, il n'y a pas du tout d'écho, d'acoustique, et il y a une isolation totale des bruits extérieurs. On est à Paris, en fait, on ne peut jamais être dans le silence. Même quand on a l'impression d'être dans le silence, en fait, il y a énormément de basses fréquences. Les métros ? Les métros, etc. Ici, on est vraiment isolé de tous les sons. Et donc, même si le métro passait, on ne peut pas l'entendre parce que la pièce est en suspension. Le métro passe probablement à quelques dizaines de mètres d'ici et pour autant, réellement, on ne le perçoit pas, on ne l'entend pas. Antoine, on va faire la même chose que tout à l'heure, mais en chambre anéchoïque. Voilà, donc je vais produire du son autour de toi et comme ça permettra de percevoir comment tes oreilles réellement captent le son dans l'espace. Donc voilà, là je suis en train de te parler, je bouge ma main. On dirait une séance d'exorcisme. On dirait que je suis en train de me faire marabouter. Heureusement qu'on voit pas ma tête sur le plan. Si, on la voit. Oh si, on la voit. Je te garantis qu'on la voit. Donc voilà, j'ai été exorcisé. Ça va vachement mieux et je me sens vachement mieux. J'entends mieux le son maintenant. Merci Antoine. Antoine, ça doit être merveilleux, on n'a pas encore entendu, mais jamais j'avais été exorcisé dans une chambre anéchoïque. C'est vachement bien, hein, je vous conseille. Hein. Donc vous avez pu comme ça entendre la différence de perception entre le même son, le même type de clac-clac-clac, dans une chambre anéchoïque et dans une chambre qui est avec les réflexions naturelles, justement, que tes oreilles adorent pour les avoir en binaural. Exactement. Voilà, j'espère que l'expérience vous a plu. Allez, hein. Bon, tu me trouves un défaut au binaural, parce que depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'on est déjà ensemble, à l'IRCAM, je préfère comme ça fait 5. À l'IRCAM, est-ce que tu me trouves un truc qui irait pas, je sais pas, un truc qui peut être, je sais pas. Le seul aspect, effectivement, aujourd'hui de l'écoute au casque, en fait, la perception des basses fréquences sera un peu moins bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en dessous de 100 Hz, on commence à entendre de plus en plus, non plus avec ses oreilles, mais avec son crâne, et après avec tout le reste. Les os. Voilà, tout le reste du corps. C'est la carcasse qui bouge. Exactement. Et donc ça, évidemment, avec un casque, l'expérience vécue n'est pas encore... Sauf les casques à retour haptique. Je l'ai fait exprès. Tu sais, le casque avec, tu le mets à puissance 10, tu vois, il y en a, et t'es là, t'as les oreilles, t'as ça qui vibre, t'as pas le reste, quoi. Mais t'as l'impression qu'on te... Après, il y a des produits qui permettent de faire vibrer le torse, enfin voilà. La veste haptique. Il y a tout un tas de... Vous avez une vidéo sur la chaîne sur la veste haptique, d'ailleurs, je vous la conseille, ça s'appelle les 5 grosses nouveautés de Laval Virtual. Et vous avez tout qui vibre, tout qui vibre. Antoine, je sais même pas comment te remercier tellement les gens ont dû te kiffer. C'est un plaisir. Mais vraiment, ça a été clair. Après, le son immersif, c'est kiffant. Et ça, tout le monde, vraiment en ce moment, il y a une excitation autour de ça, que ce soit les musiciens, les ingénieurs du son, les labels et tout, parce que réellement, l'expérience vécue est kiffante. Et c'est satané de barres de son qu'on met partout. Alors, non, je rigole. C'est le mec qui va plus jamais faire un test de barre de son de sa vie, quoi. Non, il y a de tout, et c'est ça qui est bien, et tout progresse. Exactement. C'est de la folie, vous vous rendez compte avec Antoine, tout progresse techniquement, ça n'arrête pas. Des prothèses audio au matos, la façon de mixer la musique, la retranscrire, tout progresse. Au bout de tant d'années d'efforts. Le son redevient vraiment un élément important aujourd'hui.
On est d'accord. C'est génial. Et voilà, et c'était l'endroit, c'était le lieu pour faire ça, pour vous en parler. Il y aura d'autres choses que Antoine pourra me parler ici, parce qu'on va faire un truc sur l'ambisonique aussi. Ah bah, très volontiers. Alors ça, c'est un autre truc, l'ambisonique, vous allez décoller, mais bon bref, on va en parler, parce que vous avez des chambres sourdes, vous avez tout en bas, ou ici, pour faire des trucs. Encore merci. Bah, merci à toi. Et puis Mathieu, pas oublier également que voilà, ils sont là, les petits bipèdes. Voilà, il y a Mathieu et Liliane qui est ici, voilà, justement, pour nous filer un petit coup de main. Donc, et bien sûr Antoine, et c'est vraiment un esprit collaboratif faire cette vidéo, et ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous, et franchement, c'était top. Vraiment, hein, c'est un endroit qui gagnait à être connu ici. Hein. Voilà. Oh là 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 là. J'espère que ça vous a plu parce que vraiment ils ont tout donné, hein. Ils ont tout donné. Merci d'avoir suivi cette vidéo ici à IRCAM Amplify. J'espère que vous savez tout maintenant sur l'audio 3D binaural. C'était le truc qui était très important. Étant donné que je vous gonfle à chaque fois dans tous les tests en faisant des captations en audio binaural, je voulais vraiment qu'on sache ce que c'est. Je voulais vraiment qu'on puisse dire, voilà, l'IRCAM c'est ça, ils font l'audio binaural et qu'on est comme ça, Antoine, qu'on est tout le monde pour nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors moi je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Elle est chapitrée, hein. Je sais qu'elle est longue, mais comme elle est chapitrée, vous pouvez vraiment naviguer à l'intérieur de la vidéo pour trouver toutes les infos dont vous avez... Oh là là, il y a du sable dans la gueule. Toutes les infos dont vous avez vraiment besoin. Voilà, à très très vite sur cette chaîne YouTube. Voilà, pour les gens qui voulaient savoir, l'IRCAM, ici, IRCAM Amplify, c'est à Paris, hein, c'est Beaubourg, voilà, voilà, Beaubourg ici. Et eux, ils sont là. Voilà, c'est top. Et tout ce qui se passe à l'IRCAM est en souterrain, c'est-à-dire, hop, c'est en dessous, ici. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Voilà, merci beaucoup. Merci encore. À très vite sur la chaîne. Allez, let's go. Allez, ciao. Dans les bonus, parce que c'est important, je voulais faire un bonus autour des smartphones. Vous savez, tous les smartphones qui sont annoncés par les marques depuis des années, hein, des années et des années. Premier modèle, je crois que c'était chez LG. On annonce des smartphones qui sont Dolby Atmos. Et tout le monde dit, alors le Dolby Atmos sur un smartphone, comment veux-tu que ça fonctionne? C'est impossible. Le Dolby Atmos, ce sont des enceintes comme ça de tous les côtés. Oui, mais ce qu'on a oublié, c'est que le Dolby Atmos pour les smartphones, c'est un Dolby Atmos qui a été binauralisé, c'est-à-dire qui a été travaillé pour être diffusé, en effet, au travers du binaural, sur une voie droite et une voie gauche. Donc, en effet, les smartphones libellés Dolby Atmos, il suffit de leur connecter un système gauche-droite, dans ce sens-là, hein, gauche-droite, donc des écouteurs et surtout un casque. Hein, et dans ce cas-là, vous allez avoir le Dolby Atmos dans votre casque et vos écouteurs en binaural, comme on l'a expliqué dans cette vidéo. Donc en effet, ces smartphones sont parfaitement Dolby Atmos, mais en version binaurale, qui n'a rien à voir avec le Dolby Atmos avec des canaux séparés avec les enceintes. On vous l'a expliqué, c'est en effet tout à fait différent. Et ce Dolby Atmos binaural est disponible sur ces smartphones. Il y a Sony qui pousse l'expérience plus loin que ça encore, en disant, nous, on sait très très bien, et c'est vrai, qu'on a tous des pavillons auditifs différents. Et ça peut jouer sur la retranscription du son en binaural. Et ce que fait Sony, c'est qu'il propose à travers de l'application justement Sony Headphones de photographier son pavillon auditif et de le mettre sur l'application. On vous le demande sur l'application. Voulez-vous avoir la photo de votre pavillon auditif pour essayer d'avoir le meilleur son possible? Pour avoir quoi? Pour avoir de la musique en 360 degrés, parce que Sony est le promoteur de l'audio 360 degrés. Vous avez les images à l'écran avec des artistes qui mixent en audio 360 degrés et pour le retranscrire, il faut essayer en effet d'avoir la meilleure perception possible en binaural. C'est du binaural. Donc ils disent voilà, photographie et tout comme ça, l'application va gérer ça au mieux pour essayer d'avoir le meilleur son en binaural. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'a dit Antoine dans la vidéo, ça va très très loin puisque le binaural c'est utilisé un peu partout et de plus en plus. Du moment que vous avez un système gauche-droite avec donc des canaux séparés de vos oreilles, on peut créer au travers de cette diffusion gauche-droite un signal qui est binauralisé et qui permet d'avoir une sensation de 360 degrés comme vos oreilles l'écouteraient en vrai quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité. C'est pour ça que dans ces bonus, je voulais parler vraiment des smartphones parce que les smartphones sont une des clés justement du son en binaural puisqu'ils sont reliés la plupart du temps avec des écouteurs, donc gauche-droite ou bien un casque et c'est facile à ce moment-là de balancer un signal qui a été binauralisé pendant sa création. Il y a en effet, comme Antoine l'a dit, le Dolby Atmos et ces systèmes qui nécessitent des enceintes et des enceintes avec en plus des objets qui balancent dans le ciel. Donc c'est un nombre d'enceintes qui est défini plus les objets et des systèmes qui nécessitent uniquement d'avoir un casque ou bien en effet des écouteurs gauche
des écouteurs gauche-droite dans lesquels on a binauralisé le Dolby Atmos. Donc Dolby Atmos, soit comme ça, soit binauralisé. J'insiste sur le fait qu'il faut écouter le binaural avec un système qui sépare réellement cette oreille-là de cette oreille-là. Donc en effet des écouteurs, c'est-à-dire gauche, droite. Il faut éviter de diffuser du binaural sur un système comme ça parce que ça n'a pas été fait pour. Dans ce cas-là, vous allez avoir le binaural qui part de tous les côtés dans la pièce, il n'a pas été conçu comme ça. Tandis qu'avec ça, le casque, vous séparez réellement le signal qui est à gauche et qui est à droite. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'interférence entre les deux. Donc vous pouvez vraiment placer le signal binaural à l'intérieur de vos oreilles pour que votre cerveau, la version cognitive, prenne le relais et vous donne les effets comme ça. Oh là là, le son vient de partout. Ouais, c'est fait pour, parce que ici et là, on sépare complètement. Tandis que là, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais regarder un petit peu les commentaires pour savoir s'il y a des points d'achoppement, parce que je sais que c'est pas facile. S'il y a des trucs que vraiment on a mal expliqué ou que vous avez mal compris, ou je sais pas, et ben on refera un binaural 2 le retour pour avoir des trucs complémentaires. On a essayé de faire au mieux, Antoine et moi, et je suis tellement content d'avoir fait cette vidéo. Je voulais faire ce petit bonus pour parler un petit peu justement du Dolby Atmos, des casques, du Sony 360 degrés et tout, parce que c'est du binaural, tout simplement.